Lors de la revue budgétaire annuelle, la salle de conférence plongea dans le silence quand mon patron se pencha vers son micro, oubliant qu'il était encore ouvert. « Regardez bien, ricana-t-il, elle va se noyer dans ses propres chiffres. » Le conseil éclata de rire. Mon visage brûlait, mais je ne bronchais pas. À cet instant, je décidai qu'il ne regretterait pas seulement de m'avoir humilié, il regretterait surtout de m'avoir sous-estimé. Ce qui suivit ne fut ni du bruit, ni de la colère, mais une stratégie si précise qu'elle allait retourner toute la salle contre lui avant même que le dessert ne soit servi. Avant que je ne poursuive mon histoire, dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Si vous avez déjà été mis de côté, voici comment reprendre le contrôle. Croyez-moi, vous voudrez entendre la suite. La revue budgétaire annuelle n'était pas une réunion de plus. C'était la scène où les réputations naissaient ou s'effondraient. Des rangées de tables recouvertes de nappes blanches bordaient la salle de réception, l'air saturé du mélange de café et de parfums d'entreprise. Investisseurs, administrateurs et cadres supérieurs occupaient leur siège, chuchotant à propos des chiffres, des prévisions et de ceux qui grimperaient ou chuteraient cette année. J'étais assise à ma place, mes notes soigneusement classées, répétées et précises. Je connaissais mon rôle, présenter les résultats de financiers, expliquer les chiffres qui maintenaient l'avenir de l'entreprise à l'abri de l'incertitude. Mais dès que mon patron m'introduisit, tout bascula. Mark Reynolds, vice-président des opérations, se leva avec son éternelle suffisance, les mains écartées, comme un politicien sur le point d'annoncer une bonne nouvelle. Sa voix résonna avec une assurance étudiée. Nicole Adams, notre responsable financière, va maintenant nous présenter les chiffres de l'année. Je me levai sous un léger applaudissement, maîtrisant ma respiration en m'avançant vers le pupitre. Puis cela arriva. Il se pencha vers son micro, croyant qu'il était coupé, et murmura d'une voix assez forte pour résonner dans les haut-parleurs. « Regardez bien, elle va se noyer dans ses propres chiffres. » Pendant une fraction de seconde, le silence glaça la salle. Puis vinrent les rires, des ricanements étouffés d'investisseurs, des sourires forcés de membres du conseil, ce genre de rire qui blesse plus profondément que n'importe quelle insulte. Le son rebondit dans la salle de bal, me peignant en victime du soir avant même que je n'aie prononcé un mot. Je ressentis la brûlure dans ma poitrine, mais je ne laissai rien paraître. Mon visage resta impassible, mais pas assuré jusqu'au pupitre. J'empoignai le télécommande des diapositives, non comme un simple outil, mais comme une arme. Ce moment d'inattention, son arrogance projetée à travers les haut-parleurs, me donnait tout ce dont j'avais besoin. Il pensait avoir écrit la fin avant que je ne commence. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait tout juste d'ouvrir le premier chapitre de sa propre chute. Je marquai une pause, laissant la salle se calmer, puis esquissai un mince sourire. « Commençons », dis-je d'une voix ferme et posée qui porta dans tout le ballroom. Je n'avais pas besoin de me défendre, je n'avais pas besoin de reconnaître les rires. Car, tandis qu'il croyait m'avoir vu vaciller, je traçais déjà le chemin qui retournerait chaque sourire narquois contre Mark Reynolds avant la fin de la soirée. L'humiliation m'appartenait une seconde. Le châtiment serait entièrement pour lui. Le sourire derrière les chiffres commença au moment où je passais à la deuxième diapositive. Ma voix demeurait calme, mon ton mesuré, mais en moi chaque mouvement s'alignait comme une partie d'échecs. Mark était assis à seulement quelques sièges de moi, feignant de boire un verre d'eau tout en m'observant, les lèvres étirées par la satisfaction d'un homme convaincu que la salle lui appartenait déjà. J'aurais pu l'écraser sous les détails, noyer la table de jargon et de ratio, mais cela n'aurait fait que confirmer son mépris. J'ai choisi une approche plus simple, plus discrète et bien plus dangereuse. Au milieu d'une série de chiffres sûrs et prévisibles, j'en glissai un qui ne cadrait pas tout à fait. Il paraissait soigné, mais quiconque avait l'instinct financier remarquerait qu'il semblait trop net, trop parfait. Pas absurde, pas extravagant, juste assez décalé pour démanger l'esprit. Je fis défiler les diapositives comme si de rien n'était, racontant l'année en nuances mesurées, reliant coûts et croissance d'un ton presque routinier. Le chiffre apparut, resta un instant, puis disparut dans le flot. Quelques têtes se penchèrent.
Un stylo se mit à gratter plus vite que les autres. Des chuchotements effleurèrent les nappes blanches alors que des administrateurs se penchaient les uns vers les autres. Je ne les regardais pas. Je n'en avais pas besoin. Chaque seconde où je gardais mon expression sereine rendait ce chiffre plus dangereux. La graine était semée. Je sentis le changement comme si l'air lui-même s'était épaissi. Lorsque je terminai mes propos par un remerciement poli, je perçus le nouveau poids qui flottait dans la salle. Il n'était plus sur moi, il reposait sur ce chiffre. Marc se redressa dans son siège, toujours souriant, mais je vis l'éclair dans ses yeux lorsqu'il comprit qu'il ignorait ce qui les avait troublés. C'était la première fissure, et je savais qu'une fois ouverte, elle s'élargirait jusqu'à l'engloutir entièrement. La stratégie de l'entracte ne se déploya pas devant le projecteur ni face au conseil, mais dans les interstices, les stations de café, les couloirs étroits à l'extérieur de la salle de réception, les petits groupes de dirigeants tenant des tasses de porcelaine en feignant de ne pas bavarder. Je ne sortis pas furieuse. Je ne me plaignis pas. Je laissai le silence faire le travail, puis choisis mon moment avec une précision chirurgicale. Une jeune directrice s'approcha la première, le front plissé par une curiosité impossible à masquer. « Ce chiffre que vous avez montré, il est exact ?» chuchota-t-elle, prudente, comme si poser la question pouvait déjà lui attirer des ennuis. J'abaissai la voix, me penchant juste assez pour suggérer une confiance teintée d'inquiétude. « C'est ce que la finance m'a transmis. Si c'est faux, j'espère seulement que ce n'est pas lié aux opérations. » Je n'ai jamais prononcé le nom de Marc, je n'en avais pas besoin. Le regard qui traversa son visage suffisait. Le doute n'est pas bruyant. Il se répand dans les tons les plus doux, murmurés autour d'un café, glissant de conversation en conversation comme une fumée qui passe sous les portes. En quelques minutes, je pouvais en suivre la propagation. Un administrateur demanda à un autre s'il avait relevé ce chiffre. Un investisseur parcourut ses notes, marmonnant au sujet de la conformité. Je restais calme, répondant seulement quand on m'interrogeait, avec un ton oscillant entre franchise et retenue. Je ne saurais dire. Ce n'est pas de moi que ça vient. Chaque réponse déplaçait un peu plus le poids du soupçon, l'orientant vers Marc sans jamais l'y déposer franchement. Toute la beauté résidait dans la simplicité. Je n'accusais pas, je n'affirmais rien, je ne prenais aucun risque. Je laissais simplement la salle relier des points déjà visibles. Marc, bien sûr, ne voyait rien. Il s'attardait près du bar, un verre à la main, tenant sa cour avec 2 cadres comme si rien au monde ne pouvait ébranler son contrôle. Il riait trop fort, gesticulait trop largement, savourant l'illusion que les rires à mes dépens s'étaient déjà dissipés. Il ne remarquait pas les regards de biais qui commençaient à se poser sur lui, ni les échanges rapides qui s'interrompaient à son approche. C'était là notre différence. Il croyait que le pouvoir se trouvait dans le volume et la visibilité. Je savais qu'il vivait dans la subtilité, dans la redirection discrète de l'attention, jusqu'à ce que la cible ignore qu'elle était déjà marquée. Quand on nous rappela dans la salle, je n'avais rien fait d'autre que siroter du café, répondre doucement et laisser l'air s'alourdir de questions que personne ne voulait laisser sans réponse. Je regagnai ma place sans empressement, sans orgueil, avec la satisfaction tranquille de celle qui vient de jeter une allumette sur un tas de bois sec. Le feu ne s'était pas encore déclaré, mais il viendrait. Et lorsqu'il éclaterait, nul ne songerait à remonter jusqu'à moi. Le retour dans la salle portait le poids de quelque chose d'invisible, comme une tempête que personne n'osait nommer. Les bavardages de la pause s'étaient tus, remplacés par une politesse tendue tandis que chacun regagnait sa place. Les tasses de café tintaient trop fort contre les soucoupes, les papiers bruissaient avec une intensité inhabituelle, et pourtant, aucun regard ne croisait le mien. Cela ne me dérangeait pas. Cette avoidance disait tout. La graine que j'avais semée grandissait. Je m'installais, le dos droit, les mains posées calmement sur mes notes, tandis qu'en face, Mark Reynolds reprenait place avec son assurance étudiée. Il me jeta un coup d'œil, une lueur d'arrogance toujours accrochée à ses yeux, mais je perçus la légère crispation au coin de son sourire. Lui aussi sentait le changement, même s'il n'en comprenait pas encore l'origine. La présentation reprit, d'autres services défilaient, d'autres diapositives occupaient l'arc et l'écran, mais la salle n'était plus un terrain neutre.
L'énergie s'était déplacée, comme si chacun attendait l'apparition d'une fissure. Elle ne tarda pas. Un directeur ajusta ses lunettes, feuilleta son dossier et posa une question simple. Pouvons-nous avoir des précisions sur la provenance de ce chiffre, vu tout à l'heure? Les mots étaient calmes, mais le poids derrière eux tranchait comme un scalpel. Marc s'adossa, lâcha un petit rire forcé et me désigna d'un geste. C'est juste un tirage standard de la finance, dit-il d'un ton faussement détaché. Le mensonge était net, mais pas convaincant. Une autre administratrice releva la tête. Si c'est le cas, pourquoi un tel alignement inhabituel? Ces chiffres ne se comportent pas ainsi dans un système conforme. Le deuxième coup porta plus profondément. Marc se tortilla sur sa chaise, son rire plus fragile. Il se mit à parler vite, remplissant l'air de mots comme variance de marché ou ajustement de calendrier, espérant que le jargon lui rachèterait de la crédibilité. Mais la crédibilité ne se bâtit pas avec des mots. Elle repose sur la constance. Et la constance était justement ce qui lui échappait. Je demeurais immobile, mon silence calculé, mon visage impassible. Chaque fois qu'il me désignait d'un geste pour m'entraîner dans son explication, je me contentais de hocher la tête, le regard ferme, comme si je n'avais rien à craindre. La salle remarqua la différence. Sa fébrilité tranchait contre ma maîtrise comme la nuit face au jour. Les questions se multiplièrent. Pouvez-vous confirmer qu'Opération a vérifié ces ajustements vis-à-vis de la conformité? Insista-t-on. Sa réponse se fit plus lente, la sueur brillant sous les lumières de la salle. Il bafouilla, puis se contredit, citant un chiffre avant de le corriger quelques secondes plus tard. Le murmure s'amplifia, les stylos griffonnant plus vite, les regards oscillant entre lui et les documents devant eux. Je n'eus rien à dire. Les chiffres, les questions et son propre effondrement faisaient le travail à ma place. À chaque trébuchement, le soupçon se durcissait. Quand le projecteur s'éteignit pour passer à l'ordre du jour suivant, le basculement était accompli. L'homme qui avait souri en pensant me voir sombrer était désormais celui qui luttait pour respirer sous le poids du doute. Il ne me vit pas l'observer, calme et glacial, sachant que dans cette salle, la véritable représentation était déjà terminée. C'est lui qui avait écrit sa propre fin, et moi, je n'avais fait qu'offrir au public la possibilité de la lire. La spirale commença par un silence si lourd qu'on aurait cru que le plafond lui-même allait céder sous son poids. L'un des directeurs les plus chevronnés, connu pour son franc-parler et son intolérance aux excuses, se pencha en avant et posa son stylo. « Cela ne colle pas, dit-il d'une voix tranchante comme une lame. Je pense qu'il faut un audit complet. » Le mot tomba comme un verdict. Un murmure parcourut aussitôt la table, les investisseurs échangeant des regards, certains acquiesçant gravement comme si cette idée avait attendu, tapis, dans leurs esprits depuis le début. Mark Reynolds rit, un aboiement nerveux déguisé en assurance. Un audit? C'est excessif. Nous avons été totalement transparents. Ces mots fusaient trop vite, son ton trop défensif. La sueur déjà visible sur son front le trahissait avant même que sa voix n'ait fini de résonner sous les lustres. Ce qui n'était que curiosité quelques minutes plus tôt se transforma en suspicion. Un administrateur plus jeune prit la parole, son ton faussement courtois. Alors la transparence devrait signifier qu'il n'y a rien à craindre, n'est-ce pas? La gorge de Marc se serra sur une réponse qui s'embrouilla en contradiction. Il cita des chiffres de mémoire, trébucha, puis tenta de se corriger, révélant que sa première déclaration ne pouvait pas être vraie. Chaque tentative pour se libérer ne fit que resserrer la corde. Il essaya de me rejeter la faute, m'indiquant d'un large geste « La finance a préparé ses diapositives ». Je croisai simplement les mains sur la table et fis un léger signe de tête, calme, inébranlable, incarnation même de la maîtrise. La comparaison était dévastatrice. Mon silence paraissait plus solide que ses paroles et le conseil le voyait. Une investisseuse se pencha en arrière, sa voix désormais acérée. Si les opérations ne peuvent pas justifier ces chiffres sans sombrer dans les contradictions, nous avons peut-être un problème plus grave que des prévisions. L'expression « problème plus grave » resta suspendue dans l'air comme une fumée.
Marc se tortilla sur sa chaise, son assurance envolée, sa voix s'effondrant en explications frénétiques que personne ne croyait. La salle n'écoutait plus sa défense. Elle recensait ses échecs. Quand les assiettes de dessert tintèrent finol sur les tables, la tension s'était cristallisée en certitude. Les mains de Marc tremblaient lorsqu'il repoussa sa chaise, marmonnant qu'il avait besoin d'air, et quitta la salle, blême et chancelant. Les lourdes portes se refermèrent derrière lui avec la solennité d'un coup de marteau. Les conversations éclatèrent aussitôt, non plus des murmures, mais des voix nettes, exigeant une supervision, exigeant des réponses, exigeant des comptes. Je ne dis rien, je n'avais pas besoin de le faire. Marc voulait me voir sombrer, c'est lui qui s'était noyé, dans le silence que j'avais laissé derrière moi. L'après-coup, la nuit, ne fut pas pour moi le chaos, ce fut le silence. De retour dans mon appartement, les lumières de la ville filtrant à travers les stores, je posai mon sac sur le comptoir et me servis un verre d'eau. Mon téléphone vibrait sans cesse, saturé de messages de collègues, fragments de rumeurs tombant en cascade, le conseil qui murmurait à propos de sessions d'urgence, les investisseurs exigeant des explications, la conformité déjà en train de fouiller dans les dossiers. Je ne répondis pas. Je laissai les messages s'accumuler, observant l'écran s'allumer et s'éteindre comme un battement de cœur. Quelque part, de l'autre côté de la ville, Mark Reynolds arpentait sans doute le sol de son bureau luxueux, repassant en boucle chaque faux pas sous ses lustres, réalisant à quelle vitesse l'admiration pouvait se muer en soupçon. Il m'avait raillé d'une simple phrase, pensant qu'elle s'évanouirait dans l'air. Au lieu de cela, elle l'avait cloué sous le projecteur qu'il convoitait tant, et dont il ne pouvait désormais plus s'échapper. Je m'assis à la table de la cuisine, posé, sans hâte. Le même ballroom où les rires m'avaient encerclé résonnait désormais de projets visant à disséquer chacune de ses décisions. Il découvrirait plus d'une irrégularité. Les hommes comme Marc laissent toujours des traces, persuadés que leur charme vaut plus que les détails. Au matin, ces traces seraient mises au jour et il n'y aurait plus aucun rire pour le protéger. Je m'adossai à ma chaise, laissant le silence s'installer. La victoire ne se trouvait pas dans les gros titres, ni dans les applaudissements. Elle résidait dans la certitude tranquille de n'avoir ni élevé la voix, ni accusé, ni joué à son jeu. J'avais laissé l'arrogance s'effondrer sur elle-même. La ville, dehors, poursuivait son mouvement, indifférente. Mais dans une salle de bal vitrée, l'équilibre des pouvoirs s'était déplacé pour toujours. Je bus une gorgée lente, apaisée par le fait que la tempête ne faisait rage que pour lui. Pour moi, la nuit était stable, presque paisible. La démission arriva avec le tintement sourd d'un courriel à 7h42 le lendemain matin. Un communiqué adressé à toute l'entreprise, rédigé dans le langage neutre du contrôle de crise, s'afficha sur mon écran. À compter de ce jour, Mark Reynolds a démissionné de son poste de vice-président des opérations, en attendant un examen plus approfondi. Pas d'explication, pas de mot d'adieu de sa part, seulement une phrase sur la transition du leadership et le maintien de la confiance des parties prenantes. Les mots étaient en stérile, mais le silence derrière eux assourdissant. Je m'habillais lentement, non par réticence, mais avec la certitude que la tempête était déjà passée pour moi. Au bureau, l'air vibrait d'électricité. Des murmures se glissaient dans chaque couloir, des regards se levaient, des écrans, et l'atmosphère portait une odeur subtile d'attente. La porte du bureau de Marc était grande ouverte, les étagères vides, un carton posé sur son bureau comme le point final de sa carrière. Je passai devant sans ralentir, mes talons claquant avec assurance sur le sol brillant. Personne ne m'arrêta, personne ne posa de questions. Il n'y avait pas besoin. Dans la salle de bal, je n'avais rien dit, rien fait de plus que mon travail. Le reste s'était déroulé de lui-même. Voilà toute la beauté de la redirection. Moins on la force, plus elle devient implacable. Je me servis un café, comme je l'avais fait des centaines de matins auparavant, et regagnai mon bureau. Calme, inébranlable. Dans le bourdonnement discret des claviers et des conversations feutrées, je savais que le conseil avait vu le contraste entre sa panique et ma maîtrise. Il ne l'oublierait pas. Marc avait tenté d'écrire le scénario de mon échec, mais au final,
Il avait joué celui de sa propre chute. Et tandis que je sirotais mon café, je compris cette vérité. Parfois, la vengeance la plus tranchante est de laisser l'arrogance s'effondrer sous le poids de son propre écho. Ils pensaient que les rires allaient me briser, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le rire ne détruit pas, il marque. Chaque éclat qui résonnait dans cette salle de bal n'était pas la preuve de ma faiblesse, mais celle de leur arrogance. Et l'arrogance, laissée sans frein, finit toujours par devenir l'arme la plus tranchante contre elle-même. Quand je repense à cette nuit, la véritable victoire n'était pas de voir Mark Reynolds s'effondrer sous la pression des questions auxquelles il ne pouvait répondre. La victoire était de savoir que je n'avais pas eu besoin de crier, d'accuser ou de jouer à son jeu pour le faire tomber. Je n'avais qu'à rester solide et laisser la salle faire ce que l'arrogance n'anticipe jamais, détourner son regard. Dans les entreprises, beaucoup d'entre nous vivront ces instants où une personne en position de pouvoir tentera de nous humilier, au détour d'une réunion, d'un mail maladroit ou d'un murmure qu'elle pense discret. L'instinct est souvent de riposter immédiatement, de se défendre, de rendre coup pour coup. Mais cette réaction ne fait qu'alimenter le spectacle. La stratégie la plus fine, c'est la patience. Rediriger l'attention, semer des questions qui comptent et laisser la vérité ronger l'arrogance sans sacrifier une once de notre crédibilité. La leçon n'est pas de comploter une vengeance à chaque affront. C'est de se rappeler que lorsqu'on vous sous-estime, vous détenez un levier silencieux. Celui de rester maître de vous-même pendant que l'autre s'expose. Cela ne signifie pas que vous verrez toujours l'adversaire démissionner, dans la honte, ou répondre publiquement de ses actes. Mais cela veut dire que la dignité, la patience et la précision surpassent presque toujours le bruit et l'arrogance. Marc croyait que le pouvoir, c'était le volume. Le véritable pouvoir, c'était le silence, utilisé au bon moment. Dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit dans un bureau, au sein d'une équipe ou même dans une famille, cette leçon compte. Certains tenteront de vous rabaisser pour s'élever. Si vous réagissez trop vite, vous risquez de vous brûler au feu qu'ils ont allumé. Mais si vous restez calme, si vous gardez des preuves, et si vous les laissez trébucher sur la scène qu'ils avaient eux-mêmes préparée pour vous humilier, vous en sortirez plus fort, plus serein et intouchable. Comment commencer? Dès aujourd'hui. Entraînez-vous à garder votre calme dans les moments tendus. Comptez jusqu'à 3 avant de réagir. Quand vous vous sentez rabaissé, notez les faits au lieu de vous précipiter pour vous défendre. Apprenez à poser des questions réfléchies plutôt que des accusations. Elles vont plus loin que la colère. Soignez votre maîtrise de vous-même. C'est votre force la plus visible. Et vous? Avez-vous déjà vécu une situation semblable? Partagez votre histoire en commentaire, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour d'autres récits où les sous-estimés reprennent leur pouvoir.